Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci. Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Monsieur le Président, je voulais remercier spécialement le président du groupe parlementaire, Maître Oumar Youm. Je pense même que j'aurais pu me passer de cette présentation synthétique ou de ses réponses aux questions, tellement son intervention a été à la fois brillante, exhaustive et éclairante. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier. Mais Monsieur le Président, je vais tout de même remercier tous ceux qui ont pris aussi la parole pour se féliciter de ce progrès juridictionnel, de ce progrès démocratique, de ce progrès de l'état de droit, de ce progrès de la justice, qu'est l'instauration de nouveaux dispositifs de répression de la délinquance économique et financière. Parce que la délinquance a changé. Aujourd'hui, la délinquance, ce n'est plus la délinquance traditionnelle simplement qu'on connaissait. Aujourd'hui, la délinquance qui est ruineuse pour nos économies, la délinquance qui est ruineuse pour nos sociétés, c'est la délinquance économique et financière. C'est la cybercriminalité. C'est une nouvelle forme de délinquance. Mais, Monsieur le Président, honorables députés, le président Oumar Youm a rappelé tout à l'heure la préoccupation du Sénégal quelques années après son indépendance. Quelques années après son indépendance, lorsque le président Senghor a quitté le pouvoir, le nouveau président arrivé, l'honorable Bargué en a parlé, beaucoup en ont parlé, était animé par le souci de lutter contre l'enrichissement illicite. Et vous savez, la lutte contre l'enrichissement illicite est toujours une demande sociale. Le président Abdou Diouf, quand il est arrivé en 1981, ça ne lui est pas tombé du ciel. Non. C'est parce que c'était une demande sociale des Sénégalais. Le président Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, la lutte contre l'enrichissement illicite, c'était une demande sociale. Donc, il y a toujours une intention noble d'un pouvoir qui veut lutter contre la délinquance économique et financière et historiquement ici contre l'enrichissement illicite. Et comme Maître Youm l'a rappelé tout à l'heure, on a créé d'abord le délit d'enrichissement illicite en 1981, qui n'existait pas. Parce que les incriminations qui existaient, les infractions qui existaient, ne permettaient pas toujours de lutter contre la délinquance financière. Il y a des gens qui pouvaient s'enrichir, mais vous n'avez aucune preuve pour les coincer. Aucune preuve. C'est là qu'on a imaginé, et le Sénégal a été très ingénieux et très imaginatif, qu'on a créé le délit d'enrichissement illicite et qu'on a instauré la juridiction chargée de réprimer l'enrichissement illicite. Et l'institution lutte contre l'enrichissement illicite était tellement géniale, tellement intéressante, que plus tard, beaucoup de pays plus développés que le Sénégal, en termes de justice, en termes de développement économique, vont s'inspirer du Sénégal pour intégrer dans leur dispositif le délit d'enrichissement illicite. Et comme tout à l'heure, Maître Youm l'a rappelé, finalement, ça a même fait l'objet d'une internationalisation dans le cadre d'une convention internationale, la Convention de Mérida. Donc le délit d'enrichissement illicite et la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne sont pas une honte. Au contraire, c'était une invention pour sécuriser les deniers publics au Sénégal. C'était une invention pour lutter contre les phénomènes de concussion et de corruption. Mais ce qui s'est passé en réalité, on a parlé de bilan. Oui, il faudrait peut-être faire le bilan de façon exhaustive. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Cour, le mécanisme, le dispositif qui a été instauré, a eu des difficultés dans le fonctionnement. Parce que, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, la délinquance économique et financière est subtile. Elle est complexe. Elle nécessite parfois des moyens, des outils, des techniques d'investigation, des techniques d'enquête
et des ressources humaines qui n'existaient pas toujours au niveau du dispositif de la CREI. Donc il y avait la volonté politique, il y avait l'intention, mais ça n'a pas beaucoup marché. Je ne dis pas qu'on n'a pas instrumentalisé la CREI, non. Mais on ne peut pas réduire tout à ça. Non, en 1981, on ne peut pas dire on a utilisé ça, on a instrumentalisé pour lutter contre des hommes politiques. Non, on l'a dit tout à l'heure, c'était 2 personnes. Et ces 2 personnes, très franchement, je ne connais pas l'histoire politique du Sénégal comme l'honorable Aïda Sow Diawara qui était là, mais ce ne sont certainement pas ces 2 personnes qui ont été poursuivies devant la CREI qui étaient les plus en vue dans le jeu politique. Franchement, il y avait des individus qui étaient beaucoup plus en vue. Il y avait des notables du Parti socialiste. Mais ce sont ces 2 qu'on a poursuivis et on s'en est arrêté là. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de la CREI lui-même n'était pas facile. Et ça aussi, on l'a vu lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Comme je le disais, la lutte contre l'enrichissement illicite est une demande sociale. Il y a eu la volonté politique qui a été engagée. Mais là aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Et ce serait très intéressant de discuter d'ailleurs avec les acteurs de la CREI. Ceux qui ont été procureurs spéciaux ou procureurs spéciaux au niveau de la Cour. Ceux qui sont au niveau de la commission d'instruction. Ceux qui ont été dans l'instance de jugement. Ils savent parfois que les enquêtes butées, achoppées sur de grandes difficultés. Et parfois, c'est des difficultés de fonctionnement de la Cour qui ont expliqué le ralentissement des activités de la Cour. Mais ce n'est pas simplement qu'on visait quelqu'un pour l'éliminer politiquement et après arrêter les choses. Non, c'est parce que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, à l'instar de beaucoup de dispositifs de lutte contre la corruption, la concussion et la délinquance financière, éprouve souvent des difficultés pour fonctionner. Et c'est ça qui explique justement que beaucoup ont critiqué la CREI dans son fonctionnement. On sait par exemple que le défaut ou l'absence de double degré de juridiction dans le dispositif a été critiqué. Si vous faites l'objet d'une condamnation par la Cour, vous ne pouvez pas faire appel. Mais ça, entre-temps, la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, la Convention européenne des droits de l'homme, entre-temps, a inventé les principes du procès équitable qui ont été repris dans la plupart des dispositifs internationaux de protection des droits de l'homme, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comme les constitutions, comme les lois pénales. Entre-temps, cela existait. Et donc, il est important de moderniser la CREI, tout au moins le dispositif, de l'adapter aux nouvelles exigences, aux nouveaux principes directeurs d'un procès pénal. On sait aussi que l'inversion de la charge de la preuve aussi a posé problème. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui dites démontrer l'origine et la licéité de vos richesses. Ça aussi, on sait que ça a posé des problèmes au plan fonctionnel. Donc, il y a eu des critiques justes parfois, moins justifiées parfois, à l'endroit du dispositif qui a été instauré par la CREI. Beaucoup de critiques. Et il y a eu des propositions d'amélioration de la CREI qui ont émergé de la société civile, qui ont émergé d'organisations internationales. Il y a des propositions qui existent même au niveau du gouvernement du Sénégal. Depuis au moins 2016, le gouvernement du Sénégal réfléchit sur la réforme de la CREI. Et c'est ainsi que le projet de loi qui vous est proposé était déjà prêt en 2017. Oui, M. Aïb Dafé, je crois qu'il est sorti. Il a raison. Ce projet de loi était prêt dès 2017 et a été même déjà adopté en Conseil des ministres. C'était pour des problèmes de communication que finalement on a retardé le processus d'adoption de ce texte. Mais attention, cela aussi a été discuté au niveau du dialogue national. Il ne faut pas qu'ils disent que le dialogue n'a pas parlé de ça. Au niveau du dialogue national, il a été question de la CREI. Il a été question d'imaginer les voies de réhabilitation de ceux qui ont fait l'objet de condamnation au niveau de la CREI. Ça a été discuté. Donc oui, ce texte s'inspire aussi ou trouve son inspiration aussi dans le dialogue national, même s'il y avait un draft qui était prêt dès 2017. Donc aujourd'hui, il faut comprendre ce projet de loi, non pas comme un recul, non pas comme un reniement
non pas comme une honte d'une institution dont on ne veut plus. Non, il faut l'inscrire dans le cadre du progrès. Il est question d'évaluer et d'améliorer dans le sens d'une modernisation un dispositif qui a été éprouvé, mais qui a connu des difficultés et des insuffisances. C'est cela qu'il s'agit de corriger. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce projet de loi qui est soumis à votre appréciation. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, le délit d'enrichissement illicite est toujours là. Parce qu'en 1981, dans la loi dont parlait tout à l'heure Maître Oumar Youm, quand on a fait la loi de 1981, l'institution du délit d'enrichissement illicite a été intégrée par le phénomène de la codification dans le droit pénal. Donc dans le code pénal, il y a le délit d'enrichissement illicite. Dans le code pénal, on a prévu la peine, le quantum de peine prévu pour réprimer les délits d'enrichissement illicite. C'est pour ça d'ailleurs que vous aurez remarqué, on ne modifie pas le code pénal. On ne touche pas au code pénal. Parce que le code pénal règle deux choses, l'infraction et la peine. On n'y touche pas. L'infraction existe toujours, la peine est toujours là. Ce qu'on modifie, c'est le code de procédure pénale. C'est-à-dire les procédures de poursuite, d'instruction et de jugement du délit d'enrichissement illicite. C'est pour ça que c'est le code de procédure pénale qui a été modifié. Et le code de procédure pénale a été modifié dans quelques-unes de ses dispositions. Et il est important de comprendre que le parquet financier ne remplace pas la CRI. Non. Aujourd'hui, il y a un dispositif qu'on appelle pool judiciaire, pool financier judiciaire, PFJ. Pool financier judiciaire. Et dans ce pool, on a un parquet financier. On a un collège de juges d'instruction financiers. On a une chambre de jugement financière. On a une chambre d'accusation financière, une chambre des appels financiers et des assistants de justice spécialisés. Donc c'est tout un dispositif. Souvent j'entends le parquet financier. Non, ce n'est pas qu'un parquet financier. Le parquet financier en est une composante, en est un aspect. Mais il y a un parquet, il y a un collège de juges d'instruction, il y a une chambre de jugement financier, il y a une chambre d'accusation financière et il y a une chambre des appels financiers. Et il y a des assistants qui sont spécialisés. Et il est important de comprendre que dans ce dispositif, dans ces nouveaux organes, c'est les magistrats du parquet financier et les juges d'instruction qui exercent leurs fonctions à l'exclusion de tout autre emploi. Ça veut dire que le parquet financier est un parquet dédié. Les juges d'instruction sont des juges dédiés. Mais les autres instances font aussi autre chose. Ils ne font pas que ça. Et il y a deux types de compétences. Et ça aussi, c'est très important. Il y a des compétences qu'on appelle les compétences concurrentes du pôle judiciaire financier et des juridictions de droit commun. Ça veut dire qu'il y a des compétences pour lesquelles le pôle va être compétent, mais les autres juridictions de droit commun vont continuer à être compétentes. Et pour ces compétences, nous avons la corruption et les pratiques assimilées, les détournements, escroqueries et soustractions liées aux deniers publics, les infractions liées à la fausse monnaie, le blanchiment de capitaux, les infractions fiscales, les infractions douanières, le trafic de stupéfiants, les infractions liées aux technologies de l'information, la cybercriminalité, les infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et des autres instruments et procédés électroniques de paiement, les infractions à caractère économique ou financier pour lesquelles une loi spéciale lui donne compétence. Donc pour ça, c'est des compétences, c'est des infractions, pour lesquelles le pool financier judiciaire peut être compétent, mais les juridictions de droit commun aussi peuvent être compétentes. C'est des compétences concurrentes. En revanche, il y a des compétences pour lesquelles seul le pôle financier judiciaire peut intervenir. Et ces infractions, c'est les infractions qui sont liées à la corruption et pratiques assimilées, à la fraude et au blanchiment de capitaux qui résultent des enquêtes diligentées par les autorités. Il s'agit des infractions qui sont liées à la réglementation des marchés publics, la piraterie maritime, le financement du terrorisme, le trafic de migrants, l'enrichissement illicite, qui est toujours là, les infractions liées à la réglementation bancaire, les infractions boursières sur le marché financier, les infractions visées à l'article 77, etc. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le champ d'intervention de la CRI était trop restreint. C'était quoi? Enrichissement illicite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'enrichissement illicite qui constitue une infraction en matière de criminalité économique et financière. Il y a un large éventail d'infractions
à caractère économique et financier, dont l'enrichissement illicite. Donc, le dispositif enrichissement illicite s'est révélé étroit, archaïque, dépassé. Il fallait le moderniser. C'est le sens de cette nouvelle loi